Quand on a entendu parler d'une arrestation pour le meurtre d'une mère de famille il y a 20 ans, on a eu envie d'en savoir plus. On a découvert une famille qui était à la fois anéantie par ce drame, mais aussi divisée sur l'identité des responsables. En 1992, Sherry Penzer était contrôleuse aérienne dans la marine. Elle vivait aux Bermudes avec son fils de 2 ans, Jacob. Les Bermudes, c'est le lieu de mes premiers souvenirs. On vivait sur la base, maman et moi. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Elle riait, elle dansait tout le temps. Il y avait toujours de la musique à la maison. J'étais l'enfant chéri de ma maman. Je n'ai pas peur de le dire. Ma sœur chérie et moi, on avait 18 mois d'écart et on était très proches. Quand j'ai eu mon diplôme, je me suis engagée dans la marine. L'année suivante, Chérie s'est engagée aussi. C'est une tradition de la famille Penzer. Chérie et moi, on était là l'une pour l'autre. On était inséparables toutes les deux. Tante Tina! Attention! Elle avait un cœur grand comme ça. Aux Bermudes, Sherry rencontre un sous-officier de marine âgé de 29 ans, Greg Malarick. Lui aussi vit seul avec son fils, ce qui les rapproche. Le fils de Greg, Greg Jr. et Jacob n'ont que quelques mois d'écart. Greg est loin de correspondre à l'image traditionnelle du militaire. Greg jouait de la guitare. Il était dans un groupe de rock. Il avait une moto. Je me souviens qu'il venait me chercher à la maternelle et qu'il m'emmenait à la pêche. Il m'a appris à faire du vélo. Pour ma mère, ce n'était pas seulement un mec avec qui elle pouvait s'amuser. C'était aussi quelqu'un qui s'occupait de son fils. Elle disait que Greg était un homme merveilleux. Chérie adorait Greg. Et Chérie prenait soin de Greg Junior. Et il est devenu son fils aussi. Et elle était sa maman. Greg Junior et moi, on jouait beaucoup tous les deux. C'était comme avoir un meilleur copain qui était là tout le temps. On s'entendait vraiment comme deux frangins. Et quand on est officiellement devenus frères, on était très contents. 2 ans après leur rencontre, en 1994, Greg et Sherry se marient à Augusta, dans le Kansas. Avec ma mère, mon père a réalisé son rêve d'avoir une grande famille. Peu de temps après, on s'est installé à Cantonment en Floride. C'est dans la banlieue de Pensacola, une ville militaire importante. En l'an 2000, il n'y avait plus seulement Greg Junior et moi. On était 5 frères et sœurs. Je vais filmer le gâteau. À ce moment-là, Greg et moi, on avait 10 ans. Souffle les bougies. Puis il y avait Jamie, qui avait 6 ans, Jay, qui avait 4 ans, et Tara, qui avait 2 ou 3 ans. À l'époque, j'étais toute petite. Mais je sais que papa essayait toujours de créer des liens avec nous. Selon les âges, les gamins s'intéressent à des choses très différentes. Mais il essayait vraiment. Je t'aime. Et maman, c'était super maman. Chérie était bluffante. Elle s'organisait pour les repas 1 mois à l'avance. Elle savait toujours quoi acheter, elle savait qui emmener au foot, qui aller chercher après le foot. Elle jonglait avec tout ça. La sœur de Sherry et son mari, Tina et Jeff, sont aussi dans la marine. Le vendredi 21 septembre 2001, ils ont prévu d'aller à un grand bal de la marine. Nos 2 plus jeunes devaient passer la nuit chez Sherry et Greg. Tina et moi, on les a déposés autour de 18h30. Sherry n'était pas là. Elle était allée chercher les enfants après l'entraînement de foot. Quand on est arrivé, au fond du jardin, face au portail, Greg réparait le monospace de Sherry. Sherry avait pris la Ford Festiva pour aller chercher les enfants. On a fait signe de la main et on a déposé nos enfants. On est allé au bal de la marine. On s'est bien amusé. On est rentré vers 22h30. On s'est endormi très vite. À 23h06, Greg appelle. Il demande si on a vu Sherry. Tina dit, comment ça? Il dit qu'elle est sortie plus tôt dans la soirée et qu'elle n'est toujours pas rentrée.
Tina demande elle est allée où. Greg répond qu'elle est allée acheter du lait. Elle n'était jamais sortie comme ça sans revenir. Tina dit j'arrive, je vais garder les enfants pendant que tu vas à sa recherche. Greg a dit non, je vais passer des coups de fil. Jeff et Tina se rendorment cette nuit-là, mais à 6 heures du matin, Greg appelle à nouveau, il a l'air paniqué. Greg dit elle n'est toujours pas rentrée. C'est inquiétant. J'ai tout de suite su que quelque chose clochait. Je me suis levé et habillé. Tina était au téléphone, elle passait des coups de fil. Je ne savais pas ce qu'il se passait. Elle n'aurait pas disparu comme ça. C'était une militaire modèle. Elle n'aurait pas fait ça. Je me suis dépêché de partir. Je partais du principe qu'elle était allée acheter du lait. Il y a peu de magasins dans le coin. Je me disais qu'elle allait bien, qu'il me suffisait de trouver sa voiture pour la retrouver, elle. Il devait être 6h30 du matin. Quand on arrive à Cantonment, le premier supermarché qu'on voit, c'est un Winn-Dixie à 3 km de chez nous. Il y avait un monospace comme le sien. Je me gare derrière. J'approche de la voiture. Je vois du sang par la fenêtre. Je regarde et je vois Sherry. Je cogne sur la vitre en criant son nom. Sherry, Sherry. J'essaye d'ouvrir la portière, elle est fermée à clé. Je fais le tour, la porte côté conducteur est ouverte. Je tends la main vers elle, je la secoue. Je lui touche le bras, elle est froide. Police, j'écoute. Quelle est la raison de votre appel? Ma belle-sœur est morte, madame. Je l'ai trouvée dans sa voiture. Elle ne bouge plus, elle ne respire plus. Je pratique la chasse. J'ai vu le sang qui lui sortait de la bouche, l'absence de pouls. C'est comme ça quand un animal a pris une balle dans la tête. D'accord, où est-elle? On est sur le parking du Winn-Dixie. Je reçois un appel des services de secours. Ils me disent, on est sur le parking du Winn-Dixie avec votre mari. Je prends Michael, mon fils aîné, et on va au Winn-Dixie. En arrivant, je vois mon mari qui fait non de la tête en pleurant. Il me serre dans ses bras et me dit, je suis désolé, je suis désolé. Mon fils Michael demande où est Tante Sherry. Je dis dans sa voiture. Il regarde l'ambulance et il dit pourquoi il ne l'aide pas. Je dis oh mon chéri, Tante Sherry est morte. Son corps a été pris de soubresauts tellement il pleurait fort. C'était sa deuxième mère. Comment ça avait pu lui arriver? Quand je suis arrivé sur les lieux du crime, j'ai vu un monospace rouge entouré de rubalises. Je me suis approché et par la portière conducteur, j'ai vu une femme aux cheveux longs, de petite taille, identifiée comme Sherry Malarick. Elle avait été mise de force au pied du siège passager, la tête et les jambes dans une position pas naturelle. J'ai fait le tour de la voiture. La portière côté passager était ouverte. J'ai vu au moins une blessure par balle à la tête. Ça n'était pas joli à voir. Les traces de sang séché sur son visage et dans la voiture montraient que la mort n'était pas récente. J'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas de sang sur le bitume. Une blessure à la tête, ça saigne énormément. Si Sherry avait été tuée sur le parking du Winn-Dixie, du sang aurait coulé de la voiture sur le bitume. Donc le crime n'avait pas eu lieu là. Sur les lieux, l'inspecteur Nesmith demande à Jeff et à Tina de lui raconter ce qu'il s'est passé la veille au soir.
Ils m'ont dit qu'il était prévu depuis longtemps que leurs enfants passent la nuit chez Sherry, parce qu'ils devaient aller à une réception à la base navale. Quand Tina et Jeff sont rentrés chez eux, ils se sont couchés, puis ils ont reçu un appel de Greg, disant que Sherry était allée au supermarché et n'était pas revenue. Le sac à main de Sherry n'était ni sur elle, ni dans la voiture. Où était-il? Est-ce que c'était un vol? Mais si vous dévalisez une personne que vous ne connaissez pas, pourquoi la dissimuler au pied du siège? Donc, le suspect était probablement quelqu'un qui connaissait la victime et qui voulait éviter que le corps soit vu. Les enquêteurs me demandent si Sherry a des ennemis. Non. Tout le monde l'adore. Tout le monde adore Sherry. J'ai demandé, selon vous, Greg aurait pu faire ça? J'ai répondu, non, il n'aurait pas fait quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'il aurait été capable de la tuer. Quand Buddy Neesmith m'a demandé si Greg aurait été capable de tuer ma sœur, j'ai été prise dans un dilemme. Sherry m'avait confié quelque chose qu'elle ne voulait pas que je répète. Mais elle n'était plus là. Devais-je garder son secret? Elle était morte. Alors j'ai raconté tout ce que Sherry m'avait dit. Tina raconte à l'inspecteur Neesmith que Sherry pensait que son mari avait une liaison avec Jennifer Spon, une collègue de la marine. Sherry est allée voir Greg au bureau et Jennifer était là. Il lui avait semblé plus proche que des collègues ne devaient l'être. Sherry m'a aussi dit qu'un jour, pendant une dispute, Tara avait dit « Maman, papa ne t'aime pas. Il aime Jennifer. » Sherry pensait que son mari la trompait et passait beaucoup de temps avec Jennifer. L'atmosphère était de plus en plus tendue chez les Malaric. Mais selon Tina, ce n'était pas la seule source de tension. Le fait que Greg ait rejoint les francs-maçons était aussi un sujet sensible. Greg passait beaucoup de temps aux réunions des francs-maçons. Mais Sherry pensait qu'il en profitait pour voir Jennifer. En fait, ça lui servait d'excuse pour voir Jennifer. Il disait qu'il allait à la loge maçonnique et il rentrait à 2 ou 3 heures du matin. Tina pensait qu'il y avait anguille sous roche. Il fallait que je parle à Greg. Après avoir parlé à l'inspecteur Neesmith, Tina est conduite chez les Malaric par les adjoints du shérif. Greg est emmené pour être interrogé. C'est donc à Tina de faire l'impensable. Annoncer la nouvelle aux enfants qui ne savent pas encore qu'ils ne reverront plus jamais leur mère ou leur tante. Je me souviens que ma tante Tina nous a demandé « Les enfants, quel est pour vous le plus bel endroit où on pourrait être ?» Elle a continué et elle a dit « Le ciel, c'est le plus bel endroit où on peut être et maman est au ciel avec Jésus. » Je ne savais pas quoi penser, pas quoi dire. Je n'aurais jamais pu imaginer ça. Puis les larmes se sont mises à couler. Tout le monde pleurait. Mais Tara ne comprenait pas. Elle avait 3 ans. Je regrette de ne pas avoir de souvenirs plus précis. Ça m'embête beaucoup. Je sais juste que ma mère était là, et tout à coup, elle a disparu. Tara! Coucou mon bébé! Pendant ce temps, au commissariat, l'inspecteur Neesmith revient avec Greg sur les événements de la veille. Greg m'a dit qu'il était retraité de la marine, mais qu'il travaillait à la base comme sous-traitant. Greg a dit qu'il était parti du travail peu après 14 heures. Il conduisait le monospace de sa femme, mais le moteur chauffait. Une fois chez lui, il gare le monospace dans le jardin. Il n'y a pas d'électricité là-bas, donc il lance un groupe électrogène. Puis, il répare le monospace. Sherry va chercher les garçons au foot. Greg est dans le jardin, il répare toujours la voiture.
Puis Sherry sort dans le jardin vers 19h30 et dit qu'elle va au supermarché. Greg ajoute un détail intéressant. Il dit avoir eu une visite inattendue autour de 21h. Il a mentionné que ce soir-là, sa collègue Jennifer lui avait rapporté sa tondeuse. Tina m'avait dit que Greg avait une liaison avec Jennifer, mais je n'en ai pas parlé. Pendant un interrogatoire, on ne joue pas forcément carte sur table. On attend de voir comment ça se passe. Greg n'a pas dit qu'il avait une liaison. Sur la fiche que j'ai faite sur Greg, j'ai noté « Sa maîtresse vient chez lui, entourée 2 fois, parce que ça posait question. Pourquoi est-elle venue ?» Donc ce soir-là, j'ai interrogé Jennifer Spon. Jennifer a été très directe. Elle a dit que Sherry, Greg et elle travaillaient dans le même centre de contrôle aérien. On a demandé si elle pensait qu'il était impliqué. Elle a dit « Non, c'est impossible. Greg adore sa famille, il adore ses enfants. » Mais Jennifer est allée encore plus loin. Elle m'a dit qu'ils avaient une liaison. Et elle a commencé à tout me raconter. Jennifer m'a dit qu'ils se sentaient tous les deux seuls, qu'ils s'entendaient bien. Elle m'a même dit dans quel hôtel ils allaient. Et elle a dit « Vous trouverez mes empreintes dans la voiture. On a eu des relations sexuelles dedans. » Même si Jennifer parle ouvertement de la liaison, un élément dans cette histoire ne colle pas. Pourquoi venir rendre une tondeuse aussi tard? Pourquoi ne pas la rendre dans la journée? Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Elle savait quelque chose. L'autopsie de Sherry révèle que la mère de famille de 34 ans a reçu 2 coups de feu mortels à la tête. On a retrouvé une douille de calibre 6,35 dans ses vêtements. La seconde douille n'a jamais été retrouvée. À mesure que les jours passent, Tina et Jeff ont de plus en plus de soupçons envers Greg. Ils en parlent aux enquêteurs. Sherry m'avait confié que Greg la trompait et qu'il parlait de divorce. Mais elle ne voulait pas imposer un divorce à ses enfants. Tina sentait que Greg voulait sortir de ce mariage et que la présence de Sherry l'irritait. Ça a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. L'étape suivante, c'était de parler aux enfants. Tu promets de dire la vérité quand je poserai des questions? Oui. J'entends encore, dans ma voix d'enfant, à quel point ça me rendait nerveux de parler. Ça me faisait peur. Quand as-tu vu ta maman pour la dernière fois avant que ta tante annonce qu'il lui était arrivé quelque chose? La veille. Quand on est rentré de l'entraînement de foot. Qu'est-ce que vous avez mangé ce soir-là? De la pizza. Qui était là quand vous avez mangé de la pizza? Ta maman était dans la maison? Elle était là au début et après elle est allée dehors. Où était ton papa? Il était dans le jardin près de la remise. Quand elle est sortie par derrière, elle t'a dit quelque chose? Elle a dit qu'elle allait parler à papa. Je l'ai vue sortir par derrière et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Tous les enfants se rappellent qu'elle est sortie par derrière et aucun ne se rappelle l'avoir vue revenir. Mais les enfants se souviennent de quand Greg est revenu dans la maison. C'était autour de 20h. Il est entré. J'ai demandé où était maman et il a dit au supermarché. Il va dans leur chambre, il ferme la porte, et on entend la douche dans la salle de bain parentale. Pendant l'heure qui suit, les enfants continuent à jouer. À 21h, on frappe à la porte. Greg Jr. va ouvrir et voit Jennifer Spon.
Tu es sortie? Elle est entrée dans la maison? Je suis sortie avec mon père pour prendre la tondeuse. Tu es allé à la remise tout seul pour ranger la tondeuse? Ouais. Le monospace était là à ce moment-là? Non. Où était ton papa? Où était Jennifer? Ils parlaient près de la voiture. Quand je me suis approchée, ils ont arrêté de parler et mon père m'a dit de rentrer dans la maison. Greg Jr. et Jacob disent une autre chose qui intéresse fortement les policiers. Quelques mois auparavant, leur père leur a montré un petit pistolet qu'ils conservaient dans la remise. Il a dit je l'ai acheté pour maman, mais c'est une surprise, il faut pas en parler. Le témoignage des enfants amène les enquêteurs à penser que Sherry a été abattue dans le monospace, dans son propre jardin, avec un pistolet de calibre 6,35. On a décidé de faire une perquisition. On est allé dans la remise à la recherche d'un 6,35. Mais il n'y avait rien. Puis on a examiné l'endroit où le monospace était garé. Je me disais que du sang avait dû couler hors de la voiture, vu la quantité. On a vu que la terre avait été remuée, mais on ne pouvait pas savoir s'il y avait eu du sang à cet endroit-là. À l'époque, on n'avait pas les outils d'analyse qu'on a de nos jours. Les enquêteurs demandent aux voisins s'ils ont entendu quelque chose chez les Malaric le soir où Sherry a disparu. Mais tous les sons étaient couverts par le groupe électrogène que Greg a fait tourner toute la soirée. Le voisin était énervé par le bruit du groupe électrogène, donc on sait qu'il fonctionnait. Avec un groupe électrogène qui tourne, à cette distance, avec les portes et les fenêtres fermées, impossible d'entendre une détonation de 6,35. Mais à l'intérieur de la maison, les enquêteurs trouvent un indice crucial, au fond d'un tiroir. On a été extrêmement surpris de tomber sur le sac à main de Sherry, avec ses cartes de crédit et son chéquier. Pas une femme sur Terre irait faire des courses sans son sac à main ou sans son portefeuille. 2 semaines après le meurtre de Sherry, l'inspecteur Nismith décide de réinterroger Greg. On lui a demandé « Pourquoi avez-vous fait du mal à votre femme ?» Il nous a regardés sans rien dire, puis il s'est retranché derrière son avocat. C'est la dernière fois que je lui ai parlé. Greg invoque son droit au silence, et Jennifer fait la même chose, peu de temps après. Sans indice matériel reliant Greg ou Jennifer au meurtre de Sherry, les enquêteurs sont dans une impasse. Je suis convaincu qu'il a fait venir Sherry dans le jardin ce soir-là sous un faux prétexte. Tout était prêt, le groupe électrogène tournait, le monospace était là. Sherry a été tuée par 2 balles d'une arme qu'on n'a pas retrouvée. Elle a été tassée à l'avant du monospace et transportée jusqu'au parking. Le mari était donc forcément impliqué. Mais je n'avais aucune preuve. Impossible de l'interpeller. La mort de ma mère a été un traumatisme pour moi et pour Greg Jr. et à un degré moindre pour Jamie. Mais Jay et Tara, les 2 derniers, étaient si jeunes qu'ils n'en ont pas directement souffert. Les enquêteurs repassaient de temps en temps au fil des années. Plus le temps s'écoulait, plus j'ai commencé à penser que Greg avait tué ma mère. J'en ai parlé à mes oncles et tantes, j'en ai parlé à mes grands-parents du côté de mon père biologique. Pendant des années, ils ont proposé de m'adopter. Ils ont essayé de me convaincre, mais au bout du compte, je n'ai pas pu quitter mes frères et mes sœurs. C'était ma responsabilité de les protéger et de prendre soin d'eux. La famille de Sherry Malaric offre une récompense de 4 000 $ à laquelle s'ajoute une prime de 1 000 $ de Crime Stoppers pour tout renseignement menant à une arrestation et à une mise en examen. J'ai enquêté sur l'affaire de 2001 à 2006, mais on était dans une impasse. On n'avait aucun indice. Si Jennifer ne parlait pas, on n'avait rien. Mais allait-elle parler? Allait-elle parler? Quelqu'un sait forcément quelque chose. Quelqu'un qui a refusé de nous aider et d'aider les enfants de Sherry. On supplie cette personne de nous aider. Il n'y a jamais eu le moindre doute dans ma tête sur l'identité du coupable. Je savais que c'était Greg.
Mais Greg avait les enfants. On a dû faire avec pour que les cousins continuent à se voir. Mais ça n'a servi à rien. Il a éloigné ses enfants de tout le monde. Le jour de la fête des mères, on faisait s'envoler des ballons avec une carte en hommage à leur maman. J'ai appelé Greg pour voir avec lui où et quand se réunir. Et il ne décrochait pas chez lui, pas au travail, il ne rappelait pas. On est allé chez eux attacher les ballons à la clôture, on a frappé à la porte. Les enfants regardaient furtivement par les fenêtres, mais personne n'a ouvert. Greg est arrivé de derrière la maison. Ne venez plus jamais ici sans avoir été invité. J'ai dit, Greg, tu n'as jamais rappelé, j'étais... Ne venez plus jamais ici. Sans avoir été invité. On n'y est jamais retourné. Et leurs enfants ne sont plus jamais venus chez nous. Je me souviens qu'ils étaient à mon anniversaire, 1 ou 2 fois après la mort de maman. Et ensuite, on n'a plus vu tante Tina et oncle Jeff. Je me souviens, j'étais au lycée quand je me suis dit, pour la première fois, qu'on ne saurait jamais. J'avais perdu tout espoir qu'il se produise quelque chose un jour. En 2010, la relation de Jennifer et Greg se vit au grand jour. Jennifer et ses 2 enfants emménagent même chez lui. Mais la vie commune ne dure pas longtemps. À l'époque, papa avait une belle photo de maman sur son bureau, dans le salon. C'est la première photo que Jennifer m'a apportée en disant « Et si tu l'accrochais dans ta chambre ?» Au début, j'ai pensé « C'est gentil ». Mais petit à petit, toutes les photos de maman ont disparu des murs. Jennifer a fini par quitter la maison. Selon moi, c'est parce que Jennifer n'arrivait pas à gérer Jamie et Jay. Elle n'aimait pas leur façon de parler. Elle n'aimait pas leur façon de se comporter. J'ai pensé 1 fois ou 2 que Jennifer voulait prendre la place de ma mère. Quand elle est partie, j'étais contente. Au fil des années, les enquêteurs ont essayé de me redonner espoir, mais ça n'a jamais débouché sur rien, et c'était très difficile à supporter. J'en arrivais à me dire qu'il ne serait jamais puni pour le crime qu'il avait commis. En 2014, le service des enquêtes criminelles de la Marine, le NCIS, reprend l'enquête. La marine joue un rôle important au niveau local. Elle s'est intéressée à cette affaire parce que la victime et Jennifer étaient dans la marine et que Greg était employé par le ministère de la Défense et travaillait à la base. L'enquêteur du NCIS a fait un vrai travail de fond et a transmis ses conclusions au bureau du procureur de l'État. En fin de compte, beaucoup de gens avaient été réentendus. Mais on en était exactement au même stade que les enquêteurs en 2001. Jennifer savait quelque chose et il fallait lui faire dire ce qu'elle savait. On savait qu'elle ne vivait plus dans la région. Elle vivait dans l'Illinois. Notre plan, c'était d'arrêter Greg pour présomption d'homicide, pour que Jennifer sache qu'il avait été arrêté et mis en examen pour homicide. On espérait que l'arrestation pousse Jennifer à parler, parce qu'elle aurait peur que Greg ne révèle aux enquêteurs ce qu'elle savait de l'affaire. Sur la base de preuves indirectes, le 6 mars 2020, 19 ans après la mort de Sherry Malarick, la police arrête son mari Greg à son domicile à Cantonment, en Floride. On ne veut pas avoir de faux espoirs, parce que rien n'a jamais abouti. Mais au moins, il a été arrêté. Le corps de Sherry Malarick a été retrouvé dans sa voiture en 2001. 19 ans plus tard, un coupable présumé a enfin été arrêté. Quand papa a été arrêté pour le meurtre de ma mère, je me suis effondrée. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'y croyais absolument pas. Ça a été un des moments les plus douloureux de toute ma vie.
Je soupçonnais Greg d'avoir tué ma mère. Mais je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a pris par surprise. J'ignorais que les enquêteurs avaient un plan. Le lendemain de l'arrestation de Greg, les enquêteurs se sont rendus dans l'Illinois. On avait reçu l'autorisation de proposer à Jennifer l'immunité totale en échange de sa coopération. Et Jennifer a fini par parler. Pourquoi avez-vous enfin décidé de nous parler? Parce que vous avez dit... Que vous ne risquez rien. En gros, oui. Que s'est-il passé? Je dois l'entendre de votre bouche. Il avait déjà divorcé une fois et ne voulait pas revivre ça. Plutôt tuer sa femme. Mais je n'aurais jamais pu penser qu'il était sérieux. Jusqu'à ce qu'il me demande de venir le chercher au Winn-Dixie. Je me suis garée près du monospace. Vous saviez ce qu'il y avait dans le véhicule? Je m'en doutais. Il est monté dans ma voiture et il m'a dit de le ramener chez lui. Il a ajouté « pas d'excès de vitesse, conduit normalement ». Je l'ai ramené chez lui. Il est descendu de la voiture et est entré par la porte arrière. Et il m'a demandé d'attendre quelques minutes et de venir frapper à la porte. Je suis allée à la porte, j'ai frappé et les gamins ont ouvert. Quand Greg est apparu, Grégory et lui sont allés prendre la tondeuse. Quand vous dites Grégory, vous parlez de Grégory Junior? Oui. Je me souviens pas de grand-chose d'autre. Elle a dit qu'elle avait bavardé dehors avec lui pendant quelques minutes, qu'ils s'étaient embrassés, qu'elle était remontée en voiture et qu'elle était partie. J'étais en train de divorcer. Greg m'a aidé. Il m'a soutenu. Il m'a fait du bien. Et je n'ai pas pris la bonne décision quand j'ai compris ce qu'il avait fait. Il m'a dit de ne rien dire, mais l'avocat m'a dit la même chose. Vous savez ce qu'il a fait de l'arme? Non. Ok. Ça, je ne sais pas. Quand elle a donné sa version aux enquêteurs en mars 2020, elle n'a pas parlé de l'arme. Mais pendant sa déposition, je lui ai demandé « Y a-t-il une chose liée à cette affaire que vous n'avez pas dite et qui est importante ?» C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit qu'elle s'était débarrassée de l'arme. Elle a dit qu'elle avait un sac contenant diverses choses que Greg avait laissées dans sa voiture. Elle savait que l'arme du crime était dans ce sac. Il lui a dit « Tu dois te débarrasser de tout ça. » Elle a tout balancé du haut d'un pont. Et j'imagine qu'elle a essayé d'oublier tout ça pendant très longtemps. Suite à la déposition de Jennifer, Greg n'est plus mis en examen pour homicide, mais pour assassinat. Il est remis en liberté contre une caution de 400 000 $. La famille est divisée. Jeff, Tina, Greg Junior et Jacob sont heureux que Greg Senior ait été arrêté. Mais les 3 enfants les plus jeunes sont convaincus de l'innocence de leur père. Apprendre que Jennifer avait une immunité totale, ça m'a mise très en colère. Parce que si elle disait bien la vérité, alors elle était complice. Et elle méritait aussi d'aller en prison. Mais pour moi, elle mentait sur toute la ligne. J'ai même pas pensé une seule seconde que mon père avait tué ma mère. L'hypothèse de l'accusation était que Greg avait demandé à Sherry de venir dans le jardin. Ensuite, il lui a demandé de monter dans le monospace. Quand elle était assise sur le siège passager dans le jardin, il lui a tiré 2 balles dans la tête. Et il a emmené le monospace au Winn-Dixie. Le Winn-Dixie est très proche de la maison. C'est à quelques kilomètres. Il pouvait y laisser le monospace de Sherry, être ramené par Jennifer et ne s'être absenté de la maison que 10 ou 12 minutes. En juin 2022, s'ouvre le procès de Greg. Jennifer Spon est le témoin clé de l'accusation. Saviez-vous qu'il avait tué sa femme quand vous l'avez vu au Winn-Dixie? Oui. Il vous a dit qu'il l'avait tuée?
Je me suis douté que j'étais là à cause de ça. Mais la défense voit un moyen d'utiliser le témoignage de Jennifer à son avantage. Je ne pensais pas que Jennifer Spohn disait la vérité. Pas du tout. Elle était là pour dire que Greg Malarick avait tué sa femme. Et qu'elle n'était qu'une pauvre innocente, embringuée dans un assassinat machiavélique orchestré par Greg Malarick. Jennifer était sa maîtresse. Nous pensons qu'elle voulait se débarrasser de Sherry. Que Jennifer a tué Sherry et qu'elle a rapporté cette tondeuse parce qu'elle avait peur d'avoir été vue dans le quartier. Donc j'ai dit aux jurés qu'ils ne pouvaient pas être certains de la culpabilité de Greg au-delà de tout doute raisonnable. Au bout de 5 jours de procès et de 4 heures de délibération, 2 jurés restent persuadés que Greg est innocent. À la surprise générale, le juge déclare un non-lieu. Je n'arrivais pas à le croire. Je me disais, les jurés n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit ou quoi? L'indécision au sein du jury était due à Jennifer, à son implication et à son immunité. C'était un peu décevant, mais c'était mieux qu'un acquittement. Ça nous permettait d'avoir une deuxième chance. En octobre 2023, Greg est jugé pour la seconde fois. En 2001, Quand j'ai entendu Amy exposer les faits, je ne peux pas parler pour les autres jurés, mais moi, ça m'a vraiment touchée. Sherry avait des enfants et j'en ai aussi. Mais bien sûr, il fallait garder un esprit ouvert et prendre en compte tout ce qui était présenté. Greg Jr. et Jacob sont appelés à témoigner par l'accusation, alors que Tara témoigne pour la défense. Pendant le second procès, j'ai pensé, ce n'est pas tant Greg qu'on juge, mais plutôt le reste de la famille. Tous les enfants ont été entendus par la police. Vous vous en souvenez? Je m'en souviens. Vous souvenez-vous avoir déclaré que c'est Greg qui est allé vous chercher, Jacob et vous? Non. La défense voulait manipuler les témoignages de Greg et moi, enfants. Ma mère nous a dit qu'elle allait parler à notre père dehors. Vous n'en avez jamais parlé avant aujourd'hui, pas vrai? On ne l'avait pas demandé, mais non. Mais, enfin... On me l'a pas demandé. J'ai lu 4 transcriptions, vous n'avez jamais dit ça. objection. J'ai répondu. Il harcèle le témoin. Les jurés, après les témoignages des enfants, devaient s'interroger sur leur crédibilité. Avec le temps, les souvenirs changent. Qu'est-ce qui s'était vraiment passé? C'était difficile à dire. J'ai parfois eu le sentiment que l'avocat de mon père était un peu agressif envers mes frères. Mais mon père m'a dit qu'il n'avait pas tué maman. Et je l'ai cru. La défense appelle Tara Malarick. On peut pas simplement dire « Oh, tout semble l'accuser ». Avez-vous le moindre souvenir de cette journée? Non. J'ai exprimé ma vérité à moi. Que papa m'a toujours dit qu'il aimait maman. Savez-vous si votre père aime les tatouages? Il aime pas ça. Objection. Il n'aime pas Il ça? n'aime pas. Combien en a-t-il? Un seul. Le surnom de ma mère, tatoué sur son cœur. Merci. Mais la famille était divisée. Ceux qui étaient du côté de l'accusation refusaient de me regarder ou de me parler. Jurez-vous de dire la vérité? Oui. Comme lors du premier procès de Greg, Jennifer Spohn est vue comme le témoin clé. Nous, les jurés, on se focalisait sur Jennifer parce qu'on nous avait dit qu'elle allait décrire exactement ce qu'il s'était passé. Il m'a dit d'aller au Winn-Dixie. J'ai écouté attentivement tout ce qu'elle avait à dire. Il est sorti du monospace et il est monté dans ma voiture. Vous vous souvenez des vêtements qu'il portait? Des vêtements sombres, je ne me souviens pas. Elle n'a montré aucune émotion à la barre. Elle était comme un robot. Elle ne développait rien, elle donnait des réponses très courtes. On avait l'impression que c'était appris par cœur. Quand on vous a demandé quand vous deviez être au Winn-Dixie, vous avez dit « à un moment ». Je ne peux pas dire exactement où ni quand. Pour nous, Jennifer n'était pas un témoin crédible. Après 5 jours de procès, le jury se retire à nouveau pour délibérer. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, s'il l'a tué, je l'accepte. Aide-moi à le supporter.
Mais s'il n'a rien fait, ne les laisse pas me priver de mon père. Les jurés se sont retirés en fin d'après-midi. Ils ont délibéré longtemps, pendant près de 8 heures. Greffière, pouvez-vous lire le verdict? Le ministère public contre Grégory Paul Malaric. Concernant les chefs d'accusation portés contre lui, nous, le jury, déclarons l'accusé non coupable. Telle est notre décision en ce 13 octobre 2023. J'étais sous le choc. J'ai regardé Greg et j'ai vu à l'expression sur son visage qu'il était encore plus surpris que moi. Mais l'accusation n'avait pas pu prouver que Greg était coupable au-delà de tout doute raisonnable. Demandez aux jurés qui l'ont déclaré non coupable, ils vous diront qu'il y avait un manque de preuves. C'était comme si je pouvais respirer à nouveau. J'étais soulagée de ne pas voir papa être emmené en prison. Mais il n'y avait rien à fêter. Maman n'était plus là. Et on ne savait toujours pas ce qu'il s'était passé. Pour moi, il n'est pas innocent. Il a été déclaré non coupable. C'est pas pareil. Je sais ce qu'il a fait. Je suis convaincu qu'il l'a tué. Jennifer aurait pu la tuer. Elle voulait prendre la place de ma mère et pensait qu'on ne le saurait jamais. J'ai vu les éléments de l'enquête. Sherry était sur le siège passager. Elle ne se méfiait pas de la personne à côté d'elle. Et cette personne, ce n'était pas Jennifer Spahn. Ce sont les éléments de l'enquête. Certains membres de la famille espèrent que Greg avouera un jour. Mais Jacob, lui, tente de réconcilier ses frères et sœurs. Il faut qu'on ait une vraie conversation et qu'on mesure les dégâts que tout ça a causés pour pouvoir aller de l'avant. Mais tous les enfants Malaric savent que pour Sherry, rien n'était plus important qu'être leur mère. Tara! Coucou mon bébé! Je t'aime! Jacob m'a dit qu'on comptait plus que tout pour elle. Grâce à Jacob, je connais un peu mieux ma mère. Je sais qu'elle m'aimait. Il y avait de l'amour. Il y avait de la tendresse. On savait que notre mère veillait sur nous, nous aimait, voulait le meilleur pour nous. Sherry est la personne la plus généreuse que j'ai jamais vue. Elle était merveilleuse. Je la reverrai au ciel. Je suis impatiente. Le matin se levait en retard ce jour-là, comme si la lumière avait elle aussi manqué la correspondance. Dans la rame clairsemée qui serpentait vers le centre, l'homme au manteau bleu posait les doigts sur la barre froide, les yeux suspendus à la fenêtre, où ne défilait qu'un tunnel strié de câbles. Il connaissait, à l'oreille, la légère plainte des roues en approchant de Belleville, la respiration plus ample du frein à République, le bégaiement des annonces à art et métier. Il ne se pressait jamais. Sa montre, qu'il remontait chaque soir avec la même patience qu'il mettait à tourner la page d'un livre, battait plus lentement que les portillons. Il voyageait à l'intérieur d'un autre horaire, celui des détails, des gestes, des petites choses qui passent souvent inaperçues. Quand la rame s'arrêta, des pas glissèrent sur la dalle, une odeur de café échappée d'un gobelet passa comme un souvenir, et l'homme descendit avec son sac de toile à moitié rempli de rien, de places disponibles, d'attente. Sur le banc du quai, un poche corné l'attendait, la couverture pâle, un titre qui avait connu des mains, Anna Karénine. L'homme s'assit à 2 places de là, à distance respectueuse, comme on se place devant quelqu'un qui dort. Il n'avait pas l'air d'observer, pourtant, il observait. Il avait sa règle. Un livre abandonné n'était un livre à recueillir qu'après 3 trains. Si, à la 3e rame, personne ne tendait la main vers lui, alors il acceptait d'en devenir le prochain lecteur, le passeur invisible. La première rame cria sur ses rails, s'arrêta, repartit, laissant un vide que le vent du tunnel traversa.
La deuxième amena un violon sourd d'écouteurs et des chaussures vernies. Quelqu'un s'assit, consulta son téléphone, puis repartit. À la troisième, l'homme au manteau bleu se pencha. Le poche l'attendait toujours, un ticket plié dépassant légèrement comme un marque-page improvisé. Il le prit, le glissa dans son sac et lissa de la paume le banc comme on dit merci sans parler. Il ne volait rien, pensait-il. Il reprenait un fil. Un livre laissé là avait été un moment à personne et à tout le monde. Qui l'avait lu s'était arrêté. Qui le lirait encore ne le savait pas. L'homme se leva, remonta dans la rame suivante. À son poignet, la montre vibra de rien du tout. Dans la vitre, on aurait pu voir son visage à peine, une barbe grise taillée court, une bouche fine habituée à se refermer sur des mots qu'on garde pour l'intérieur. Il s'appelait Émile, mais la ville l'ignorait, et il s'en portait bien. C'était une ville où les noms glissent, où l'on devient rapidement monsieur, madame, pardon. Émile aimait cette discrétion, ce flou qui préserve. Il habitait à 4 stations de là, au 4e étage d'un immeuble qui penchait légèrement comme un vieux qui n'en fait plus un drame. Son appartement, rectangle de peu de choses, sentait le papier, la colle d'amidon, un peu de thé à la bergamote. Dans un coin, sous la fenêtre, il avait installé une table en bois dont le vernis avait été mangé par les années et les coups de cutter. Sur la droite, des pots. Colle blanche, gomme arabique, vernis, pigments. Un pinceau au poil court dormait dans un bocal. Dans une boîte à chaussures, des morceaux de papier japon, de la mousseline, des chutes de toile, dans une autre, des tranches-fils tricotées par une voisine, Madame Rosa, qui s'amusait à faire des bouts pour vos vieux livres, Monsieur Émile, pour qu'ils remontent leurs chaussettes. De retour chez lui, il sortit Anna Karénine, avec le soin qu'on réserve à une lettre longtemps attendue. À l'intérieur, le ticket découvrit son visage. Une correspondance d'il y a 6 jours, ligne 2, direction, Porte Dauphine, 1 heure, tardive. Il y avait aussi, glissé entre 2 pages, un coin de serviette en papier où quelqu'un avait griffonné 2 mots. Ne pas oublier. Ne pas oublier quoi? La question resta suspendue, comme une poussière dans la lumière. Émile posa le ticket dans une petite coupelle en verre, où s'entassaient les marque-pages improvisés de sa collection. Cartes de visite, reçus froissés, cartes postales jamais écrites. Il tapota du doigt le dos du poche. La colle avait cédé sur 2 centimètres. Il chauffa un peu d'amidon, coupa une bande de papier fin, cala le livre entre 2 planchettes, puis laissa sa main faire ce qu'elle savait faire. Unir ce qui s'était séparé, sans forcer, sans prétendre rendre neuf, seulement rendre solide. Ce geste, lui, venait de loin. Quand il était enfant, sa mère recousait les ourlets en chantonnant des refrains, presque muets. Elle disait toujours, en tirant le fil, « Ce n'est pas réparer, c'est accompagner ». Émile n'avait jamais cherché un autre verbe. Il accompagna le dos, lissa, laissa sécher. Pendant ce temps, il mit l'eau à bouillir, versa le thé et, tandis que la vapeur dessinait des routes invisibles, il ouvrit au hasard. Les phrases apparurent, lourdes d'époques passées, et, comme souvent, le texte fit de la place dans la pièce. Il lut 2 pages, pas plus. Cela suffisait pour se rappeler qu'un livre n'est pas un objet, mais une maison où l'on retourne. Il écrivait toujours la même phrase sur la première page, en lettres petites, appliquées, comme un murmure. « Quelqu'un vous attend ». Puis, en dessous, la date et la station. Cette phrase n'était pas une signature, c'était un fil tendu entre 2 inconnus. La première fois qu'il l'avait écrite, cela remontait à des années où il travaillait encore de nuit au service des objets trouvés. L'endroit était une géographie d'absence, ombrelle, parapluie, gants seuls, foulard entêté d'un parfum, qui n'était déjà plus le même le lendemain. On classait, on enregistrait, on attendait. Au bout de 6 mois, on vendait ou l'on jetait. Les livres, eux, finissaient en carton. Un soir, Émile avait ramené chez lui un roman de gare à la couverture triste. Il l'avait recollé sans raison, comme on recoud une poche pour le geste. Il l'avait ensuite reposé sur un banc de quai, par jeu, pour voir si quelqu'un le prendrait. Le lendemain, la couverture portait une trace nouvelle, une empreinte de pouce. Il avait souri. Ce soir-là, il avait pris un autre livre. Sans s'en rendre compte, il venait d'inventer sa manière de continuer quelque chose qu'il ne savait pas nommer. Dans son cahier à spirale, il tenait une sorte de carte.
une page par station, les titres qui étaient passés par là, une petite flèche quand on lui rapportait qu'on avait trouvé un de ses livres à une autre station, plus loin, ailleurs. Il appelait ça son atlas des mains. Rien n'était exact, tout était vrai. Parfois, une note tombait du ciel pour confirmer que la chaîne s'était allongée. Une fois, une étudiante avait glissé un mot devant les horaires. J'ai trouvé La peste à Père-Lachaise, je l'ai lu et je l'ai déposé à Nation. Merci pour la phrase. Une autre nuit, une infirmière de l'hôpital Saint-Louis lui avait laissé, sur le banc même où il posait souvent ses livres, une tranche fil rose avec 4 mots au feutre. Pour vos sauvetages discrets. Il avait souri tout seul, comme on sourit à une oreille attentive. Il n'avait jamais répondu autrement qu'en continuant. Ce jour-là, après Anna Karénine, il nettoya la colle de ses doigts, passa une éponge sur la table, rangea les bandelettes de papier. Il regarda l'heure, calcula le moment le plus creux de la journée à République, cette sorte de trou d'air entre les débutants de l'après-midi et les pressés de la fin de journée. Il préférait déposer les livres quand personne ne regardait, non par honte, mais par délicatesse. Il n'aimait pas qu'on associe ce geste à son visage. Dans la rue, l'air portait un froid clair, qui ne voulait pas s'installer. Il salua Madame Rosa qui, sur le palier, secouait un tapis avec l'énergie de celle qui croit qu'on peut faire sortir la poussière d'une journée comme on chasse un mauvais rêve. « Encore un livre, monsieur Émile ?» Il répondit avec sa petite inclinaison d'épaule, ce geste qui valait pour « oui » et pour « ça fait du bien ». À République, il s'assit à l'extrémité d'un banc. Une affiche décrivait une campagne de dons, une autre vendait une comédie musicale, une troisième se décollait de fatigue. Un accordéoniste laissait tomber quelques accords prudents, puis s'arrêtait, comme s'il hésitait à envahir le silence. Émile posa Anna Karénine, ouvrit la première page, y glissa sa phrase déjà sèche, referma. Il la déposa un peu de biais, pour que l'œil le perçoive sans effort, puis se leva, en se déplaquant de quelques mètres, comme on change la chaise de place pour mieux écouter. Une jeune femme arriva, manteau trop léger, regard pressé, passa devant, ralentit l'infime seconde qui trahit la tentation, puis reprit son rythme. Un homme au costume bleuté s'assit, regarda ses chaussures, se releva. Un adolescent s'affala, grogna un rire sans en avoir envie, envoya un message, puis leva les yeux au ciel. Émile se surprit à penser que les ciels souterrains sont des faux plafonds qui apprennent au regard à chercher ailleurs. La rame arriva, s'en alla. À la suivante, une femme en blouse, cheveux attachés en catastrophe, se posa devant le livre, ouvrit, lut la première page et serra la couverture contre sa poitrine comme on cale un souffle. Elle le prit. Émile baissa les yeux. Il n'eut pas besoin de voir son visage pour savoir que quelqu'un venait de se raccorder à quelqu'un. Il aimait ces petites histoires sans narration apparente, ces micro-soudures du quotidien qui ne font pas de bruit. Il savait que son geste traversait des vies qui ne lui appartenaient pas, et c'était précisément ce qu'il recherchait, être utile sans être nécessaire, présent sans être nommé. Il rentra chez lui, le cœur rallongé de quelques millimètres. Dans l'escalier, une odeur de cake remontait du rez-de-chaussée. Une enfant chantonnait un alphabet hésitant. Au deuxième, quelqu'un joua 3 notes de piano avant d'abandonner. L'air, dans sa cage d'escalier, retenait les restes d'une humanité diffuse, et cela lui suffisait pour se dire que la journée avait tenu debout. La nuit, il classa la coupelle des marque-pages improvisés, écrivit sur une carte l'arbre de station de la journée, puis s'arrêta devant le mur où pendaient des lignes rouges et des noms. Il fit glisser une épingle de République vers Goncourt, juste parce qu'il en avait envie et que cela traçait une diagonale douce. La lampe près de la fenêtre avançait un halo rond sur la table et sur ses mains. Émile pensa à Jeanne. Ce nom lui arrivait comme un parfum ancien, discret, qui passait puis s'installait. Jeanne avait eu des mains à la peau fine, des doigts un peu froids et un rire qu'on entendait de dos. Elle avait laissé des livres partout dans leur appartement, des poèmes coincés dans les vers, des recettes dans les romans, des cartes de métro dans les essais. Quand elle était partie, il avait ramassé ce qu'elle avait laissé à sa manière, une miette de monde par page. Il ne s'était jamais dit qu'il réparait les livres pour la réparer elle, ni pour se réparer lui, il accompagnait. Il continuait de tenir une place comme on réserve une chaise à quelqu'un qui reviendra, même si on ne sait pas quand. Un samedi, en fin de matinée, il détournait parfois son trajet pour passer par le marché.
Le bruit des cajots, les voix qui se hèlent, la tomate qui éclate de rouge dans la main du marchand, tout cela avait le don d'étirer l'heure. Sur le chemin du retour, il aimait longer une petite boutique de fleurs qui faisait l'angle. La vendeuse, une femme aux cheveux bouclés, écrivait toujours un mot sur les papiers de soie, des mots brefs, courage, douceur, patience, qu'elle glissait entre les tiges, secret partagé avec personne. Émile ne l'avait jamais saluée autrement que d'un signe de tête, mais il avait repéré cette obstination à écrire des mots qu'on ne lit pas à voix haute. Ce jour-là, elle posa son stylo, leva les yeux et croisa les siens. Elle eut l'air de comprendre sans qu'on dise. Sur le comptoir, un vase contenait des feuilles de ginkgo. « Vous aimez les livres ?» demanda-t-elle, à brûle-pourpoint, comme si c'était la suite logique du bouquet. Émile sourit. Il répondit « J'aime les gens qui les tiennent. » Elle eut ce petit rire qui ouvre une complicité sans promesse. « Moi, j'aime les gens qui les laissent traîner, » dit-elle en tournant une tige. La conversation n'alla pas plus loin, ce n'était pas nécessaire. Les mots avaient fait leur travail et pouvaient retourner à leur réserve. Il y a, dans chaque rame, certains sièges qui semblent attraper les histoires mieux que d'autres. Émile les connaissait, sans les nommer. Le siège près de la Corbeille à Strasbourg-Saint-Denis, le banc le plus froid à Jaurès, le coin où les courants d'air journent à Dunfer-Rochereau. Il avait déposé là le Petit Prince, qui revint plus tard vers Belleville avec un cœur dessiné au crayon. Sur la page 12, les Contes de la Bécasse, qui disparut le temps d'un week-end et réapparut avec un post-it lu à deux voix, et même un recueil de Rilke, Lettres à un jeune poète, qui partit comme un oiseau de poche et dont, un soir, il surprit la lecture à mi-voix par un jeune homme aux épaules fatiguées. À force, il avait appris la musique des pages qui se tournent, ce froissement minuscule qui réchauffe l'air plus sûrement qu'un chauffage d'appoint. Un après-midi d'hiver, il trouva, posé sur une poubelle de quai, un album photo abîmé. Pas un livre, non, mais un geste qui avait échoué. Il l'ouvrit. À l'intérieur, 2 photos seulement, collées de travers, le reste arraché. Sur la première, un enfant mangeait une glace avec une application grave. Sur la deuxième, des pieds dans l'eau d'une rivière. Émile remit l'album à sa place, hésita, le reprit. Il ne le ramènerait pas. Il n'y avait rien à accompagner là, sinon une absence qui n'appelait pas de lecteur. Il posa dessus un petit mot qu'il avait en poche, comme il en avait toujours. « Si vous cherchez, je suis désolé. Si vous ne cherchez plus, je vous souhaite le calme. » Puis il s'éloigna, parce que certaines choses demandent qu'on leur tourne le dos pour ne pas les alourdir. À la maison, il entreprit un sauvetage plus technique, une édition de L'Étranger dont la tranche s'était ouverte comme une petite blessure. Il sortit la presse, resserra doucement, appliqua le papier très fin, patienta. Pendant que la colle prenait, il fit chauffer une soupe. Dans le bruit doux de l'ébullition, il pensa à ceux qu'il ne verrait jamais, et qui pourtant avaient partagé avec lui la distance d'un banc. Il se dit que la ville, malgré ses angles, savait se rendre poreuse à qui la touchait doucement, et il se rappela que, lorsqu'il travaillait la nuit, il voyait parfois des gens se parler sans se regarder, se confier sans s'écouter, comme si le simple fait d'être deux suffisait à dénouer. Peut-être que ses livres faisaient la même chose. Ils tenaient la place d'un tiers bienveillant, un témoin muet, un lien bas mais solide. Dans son cahier, il nota « Aujourd'hui, Anaka à République, blouse blanche, prise, accordéon hésite, affiche se décolle, froid clair. » Ces mots, il ne les relirait probablement jamais. Ce n'étaient pas des archives, c'étaient des balises jetées derrière soi pour tracer une ligne dans l'eau. Un jour, quand ses mains trembleraient trop pour manipuler les pages, il s'assiérait peut-être près d'un banc et regarderait les autres faire vivre ses fils sans lui. Ce n'était pas une tristesse. C'était une perspective. Le soir, avant de tirer les rideaux, il sortit de sa boîte la petite gomme qu'il avait taillée lui-même. Elle ressemblait à un tampon d'enfant, un rond irrégulier au centre duquel il avait gravé une minuscule silhouette de banc. Il ancrerait parfois, sur la dernière page, tout au bout, comme un point final qui n'en est pas un. Pas une signature, encore une fois, plutôt un clin d'œil à qui chercherait un signe là où il n'y en avait pas besoin. Ses doigts gardèrent l'odeur de l'encre, souvenir d'imprimerie lointaine. Il rangea,
éteignit la lampe, laissa seulement la veilleuse de la cuisine dessiner un triangle pâle sur le parquet. Quelques jours plus tard, l'étranger fut prêt. Il écrivit sa phrase, la date, la station. « Quelqu'un vous attend. Goncourt, 14-16. » Il décida de passer par un itinéraire plus long pour le plaisir du détour. Dehors, la ville juxtaposait des colères et des rires. Un livreur souffla dans ses doigts, un couple se disputait trop fort en se tenant la main trop serrée, un chien hésitait à mettre la patte dans une flaque. Dans la rame, un adolescent expliquait à son ami que « les livres, c'est lent, mais des fois, ça fait du bien ». La phrase tomba dans le thorax d'Émile comme un petit caillou qui s'installe dans une poche où l'on met les choses précieuses. Il déposa l'étranger sur un banc dans un angle où la lumière des néons blanchissait tout trop fort. Il fit 3 pas, fit semblant de regarder l'affiche d'une exposition, puis, du coin de l'œil, vit un homme jeune, cheveux courts, veste élimée, qui s'assit, hésita, prit le livre, lut la première page et, très lentement, comme on respire après avoir tenu trop longtemps, laissa ses épaules descendre. Émile ne sut pas ce que cet homme portait, ni pourquoi la phrase avait eu cet effet-là, mais il sentit, avec une gratitude inexplicable, que le jour venait de trouver son centre. Ce soir-là, au retour, il passa encore devant la boutique de fleurs. La vendeuse écrivait sur un papier de soie un mot qu'il ne réussit pas à lire. Elle leva la tête. « Vous avez un air content, dit-elle. »« Quelqu'un a pris ce que j'avais à donner, » répondit-il. « Moi, je déteste quand les bouquets restent sur place, » confia-t-elle en souriant. Il se fane d'ennui. Elle prit une feuille de ginkgo, la glissa dans un papier et la tendit à Émile. « Pour votre cahier. » Il la prit. Dans ses doigts, la nervure légère avait la consistance des phrases qui tiennent debout depuis longtemps. Il pensa au jeune homme, aux épaules lourdes, qui avait allégé ses propres mots. Il se dit qu'il y a des échanges qui ne s'écrivent pas dans les mêmes colonnes. Plus tard, bien plus tard, lorsque la ville sera rentrée dans ses appartements et que les annonces automatiques répéteront dans le vide des phrases sans destinataire, Émile posera, sur un banc de la ligne 11, un petit livre mince, lettre à un jeune poète. Il le calera contre le mur, légèrement dégagé de l'ombre. Il s'assiera en face sans le regarder, comme toujours. Il sentira le courant d'air précédant la rame, entendra le souffle des portes sur le caoutchouc et, de l'autre côté, un garçon sortira du wagon en traînant un sac de sport. Il marchera comme quelqu'un qui avance sans savoir vers quoi, et ses yeux tomberont sur le mince volume. Il l'ouvrira. Émile, sans bouger, entendra presque la texture du silence qui change quand une phrase se déplie dans la poitrine de quelqu'un. Le train repartira. Émile restera, lui, juste le temps qu'il faut pour que l'instant s'écrive aussi quelque part dans son atlas des mains, sans encre, sans épingle, juste avec cette sensation simple. La journée s'est remise en place. Et Shay, quand il se lèvera, il ne laissera derrière lui rien d'autre qu'un banc et un livre en moins, c'est-à-dire un chemin en plus, tendu entre 2 inconnus par une phrase qui ressemble à un cœur qui bat. Quelqu'un vous attend. Le froid avait pris l'habitude de s'installer plus tôt que prévu cet hiver-là, comme un visiteur qui entre avant qu'on ne lui ouvre vraiment la porte. Dans le métro, les passagers se resserraient dans leurs manteaux, cherchant à se construire un cocon invisible contre le courant d'air qui passait par les interstices. Émile, lui, continuait son rituel immuable. Chaque livre qu'il recueillait trouvait une place provisoire dans son sac de toile, un abri en attendant son retour à l'atelier de fortune qu'était sa table sous la fenêtre. C'était devenu pour lui une respiration. Comme d'autres prennent un café en terrasse, lui prenait chaque jour un fragment d'humanité oublié et le ranimait du bout de ses doigts. Ce matin-là, il descendit à la station Châtelet, ce carrefour immense où des milliers de pas se croisent, se frôlent, s'ignorent. Il n'aimait pas trop cet endroit, trop bruyant, trop impersonnel. Mais justement, c'était là que les livres s'égaraient le plus. Dans la confusion des correspondances, on laissait derrière soi des choses plus précieuses qu'on ne l'imaginait. Une écharpe d'enfant, un gant solitaire, un sac plastique, avec un reste de repas, et parfois, un livre. Émile en aperçut un sur une marche, en bas d'un escalier mécanique arrêté pour cause de panne. La couverture était gondolée par l'humidité, comme si elle avait attendu toute la nuit. Il s'agenouilla, effleura la tranche de ses doigts,
la souleva doucement. C'était un recueil de poèmes de Prévert. Le papier sentait le tabac froid et la pluie, mélange étrange mais pas désagréable. Il s'assit un moment, là, au milieu du va-et-vient, tenant le livre sur ses genoux comme on tient un oiseau blessé. Autour de lui, les passants pressés s'écartaient à peine, comme si sa présence n'existait pas. Cela l'arrangeait. Il laissa courir son regard sur un vers choisi au hasard. Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Il sourit intérieurement. Ce n'était pas la première fois qu'il recueillait du Prévert. Ses mots semblaient aimer se perdre pour mieux être retrouvés. De retour chez lui, il entreprit le patient travail de nettoyage. Il épousseta la couverture avec un chiffon doux, glissa du papier absorbant entre les pages les plus humides, cala l'ouvrage près du radiateur, pas trop près pour ne pas le brûler. Pendant que le papier séchait, Émile se souvenait d'un soir lointain, des années auparavant. Jeanne était encore là. Elle riait en lisant à haute voix un poème de Prévert, assise par terre, les cheveux détachés, un verre de vin posé à côté d'elle. Elle riait tellement qu'elle avait du mal à finir le poème. C'était de ces moments suspendus où la vie prend soudain un goût d'évidence. Depuis, chaque mot de Prévert lui ramenait ce rire, clair et fragile, qui résonnait encore entre ces murs vides. Le livre finit par retrouver une certaine tenue. Émile ouvrit son petit flacon d'encre, trempa son stylo et traça sa phrase rituelle à la première page. « Quelqu'un vous attend ». En dessous, il ajouta « Châtelet, 0947 ». Il le laissa encore reposer quelques heures, le temps que l'odeur d'humidité se dissipe un peu. Puis, en fin d'après-midi, il le glissa dans son sac. Cette fois, il choisit la station Hôtel de Ville pour le déposer. Il aimait l'idée qu'un livre de Prévert attende quelqu'un sous une affiche lumineuse annonçant un spectacle au cœur de la ville. Il s'assit, patienta, observa. Le livre resta un moment seul. Les passants le contournaient sans le voir comme un simple objet. Puis une adolescente, casque sur les oreilles, s'arrêta. Elle enleva un écouteur, tourna le livre du bout des doigts, lut la première page et son visage s'éclaira d'un sourire timide. Elle le prit, le serra contre son sac et monta dans le métro. Émile la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Son cœur, une fois de plus, se sentit un peu plus léger. Le lendemain, c'était un dimanche. La ville respirait différemment. Les rues n'étaient pas vides, mais leur rythme changeait. On sentait que les pas voulaient flâner, même quand ils étaient empressés. Émile sortit plus tôt que d'habitude, traversa la place où les pigeons se disputaient les miettes et entra dans le métro par la bouche la plus ancienne du quartier. Là, sur un banc en pierre, il découvrit un livre abandonné sans soin, la couverture pliée, le dos creusé de marques profondes. C'était un roman policier, un de ces livres qu'on lit d'une traite, et qu'on oublie vite, mais qui, lui, avait voyagé assez loin pour s'user de fatigue. Émile le ramassa, et dans le métro presque désert, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite sur la page de garde. « À toi qui le trouveras, lis-le vite, il n'attend que ça. » Pour la première fois, il fut surpris. Quelqu'un d'autre avait eu la même idée que lui, d'offrir un livre au hasard à un inconnu. Ce fut comme une rencontre muette, invisible. Émile sentit une chaleur dans la poitrine, un soulagement presque enfantin. Il n'était pas seul à croire qu'on pouvait encore semer des histoires comme des graines. Il emporta le livre, bien décidé à en prendre soin avant de le remettre en circulation. Chez lui, il le posa sur la table, observa les pages. Elles étaient tachées de café, de vie, de doigts pressés. Il pensa que ce livre avait déjà beaucoup vécu et que sa mission serait simplement de lui donner encore un peu de souffle. Il resta longtemps à caresser le dos de l'ouvrage comme on caresse un front fiévreux, et ce soir-là, il écrivit dans son cahier « Rencontrer un frère invisible ». Cette phrase, à elle seule, l'accompagna toute la nuit. Les jours suivants, et Émile continua son rituel avec une attention plus douce encore. Chaque livre trouvé était un morceau d'âme laissé sur un banc. Chaque geste de réparation, un dialogue silencieux avec un inconnu. Parfois, en croisant des passants, il se demandait lequel d'entre eux avait lu ces livres. Peut-être ce vieil homme qui portait une écharpe usée, peut-être cette jeune femme qui parlait toute seule dans son téléphone, peut-être cet enfant qui tenait fermement la main de sa mère.
Chacun pouvait être porteur d'une histoire qui l'avait aidé à renaître. Une fois, à la station République, il remarqua un livre posé bien en évidence, presque mis en scène. La couverture brillante tranchait avec les bancs ternes. Il s'approcha. C'était un recueil de contes pour enfants, illustré de dessins naïfs. En l'ouvrant, il trouva plusieurs pages coloriées grossièrement, comme par une main d'enfant qui n'avait pas respecté les contours. Émile resta figé un moment. C'était sans doute un enfant qui avait laissé là son trésor, volontairement ou non. Il sentit une tendresse profonde monter en lui. Il ramassa le livre, le serra contre sa poitrine et pensa à l'enfant qui avait colorié ses pages, à ses gestes maladroits, à son sourire invisible. Chez lui, il ne chercha pas à nettoyer les traces de crayon. Au contraire, il les conserva comme des bijoux précieux. Quand il le reposa plus tard sur un banc, il écrivit cette fois. Quelqu'un t'a déjà aimé à travers ces pages. Chaque soir, en fermant les rideaux, Émile se surprenait à espérer. Espérer que ses livres trouvent toujours quelqu'un. Espérer que ses gestes, si petits, tissent malgré tout quelque chose de plus grand, une toile fragile mais réelle où les inconnus se relient par une page tournée, par un mot lu au hasard. Il se disait que peut-être, un jour, il croiserait dans le métro quelqu'un qui tiendrait entre ses mains un de ses livres, sans savoir qu'il en était l'artisan, et qu'alors, il n'aurait pas besoin de parler. Il suffirait de regarder cette personne tourner une page pour se sentir à sa place dans le monde. Ce fut au détour de ses pensées qu'il entendit, un soir, frapper doucement à sa porte. Il ouvrit. Madame Rosa, sa voisine, se tenait là avec un sourire bienveillant. « Monsieur Émile, je vous ai vu rentrer encore avec un livre dans votre sac. Vous faites une collection, non ?» Il hésita. Fallait-il lui dire? Fallait-il dévoiler ce secret qu'il chérissait tant? Il se contenta de répondre « Je les aide à tenir debout ». Elle éclata de rire, posa sur la table un petit sachet de biscuits et ajouta « Eh bien, vous aidez aussi les gens, vous savez. Ne vous cachez pas trop, ça finit par peser. » Puis elle partit, le laissant avec son thé encore chaud et ses pensées qui se brouillaient doucement. Cette nuit-là, Émile resta longtemps assis à sa table, les mains vides, le regard perdu. Il se demanda si à force de donner, il n'était pas en train d'oublier de recevoir. Pourtant, au fond de lui, il savait que chaque sourire aperçu, chaque regard posé sur une première page, était une forme de retour. Et cette certitude lui suffit pour rallumer la lampe, ouvrir son cahier et tracer une nouvelle ligne. Demain, continuer. Le matin s'ouvrit avec une pluie fine, presque timide, qui dessinait des cercles parfaits sur les flaques de la cour intérieure. Émile observait par la fenêtre, une tasse de thé fumant dans la main, le parfum de bergamote s'enroulant autour de lui comme une écharpe. Dans la pièce, les livres qu'il avait récemment recueillis séchaient encore, disposés sur la table, calés entre des piles de journaux pour que les pages ne gondolent pas. Chacun semblait respirer doucement, comme si l'humidité de la veille se transformait lentement en mémoire. Il y avait ce roman policier taché de café, ce recueil de Prévert qu'il avait déjà rendu au monde, et d'autres encore, plus silencieux, en attente de retrouver une voix. Émile passait la main au-dessus, sans les toucher, comme on effleure le front d'un enfant endormi. Ce jour-là, il se sentit plus fragile que d'ordinaire. La remarque de Madame Rosa tournait encore dans sa tête. « Ne vous cachez pas trop, ça finit par peser. » Il se demanda ce qu'il cachait vraiment. Ses gestes n'étaient pas pour lui seul, et pourtant, il se protégeait d'être découvert, comme si la lumière sur son secret pouvait le briser. Était-ce de la pudeur, ou bien la peur que son petit monde cesse d'exister s'il devenait public? Il s'enveloppa dans son manteau et décida de marcher un peu avant de descendre dans le métro. L'air mouillé avait une odeur de pierre, de fer et de feuilles écrasées. La ville, lavée par la pluie, semblait ralentir, offrir ses contours sous un jour plus doux. Il atteignit la station Oberkampf. Dans le hall encore presque vide, il s'assit sur un banc en métal froid. Entre ses mains, il tenait un livre qu'il avait restauré la veille. Le Petit Prince, édition usée dont la couverture bleu nuit avait perdu de son éclat. En tournant les pages, il retrouva les dessins simples, la rose fragile, les planètes minuscules. Tout en lisant, il entendait la voix de Jeanne, encore une fois, réciter d'une voix enfantine ces phrases qu'elle connaissait par cœur.
Elle avait ce don de transformer les mots en caresses. Émile ferma le livre un instant, serra les paupières et laissa ce souvenir le traverser sans chercher à le retenir. Il glissa ensuite sa phrase rituelle sur la première page, avec cette émotion particulière qu'il n'arrivait pas à nommer quand il s'agissait de ce livre-là. Puis il le déposa sur le banc, comme on dépose un cadeau qu'on ne peut plus donner en main propre. Il resta en retrait, observant. Le temps s'étira. Une vieille dame passa, s'arrêta pour rattacher son foulard, jeta un œil au livre mais continua sa route. Un étudiant en architecture, planche roulée sous le bras, s'assit un moment, soupira, puis repartit sans l'ouvrir. Ce fut un enfant, finalement, qui le remarqua. Un garçonnet d'à peine 8 ans, accompagné de son père. Il tira doucement la manche de l'homme, montra le livre du doigt. Le père hésita, puis sourit et le tendit à son fils. L'enfant ouvrit les pages, les yeux écarquillés devant les dessins, et Émile sentit son cœur battre plus vite, comme si une promesse ancienne venait d'être tenue. Le petit serra le livre contre lui, et les deux repartirent, la main du père sur l'épaule de l'enfant. Émile eut la gorge nouée. Ses yeux brillèrent dans la lumière artificielle du quai, mais il ne détourna pas le regard. Il voulait se souvenir de ce moment. De retour chez lui, le silence l'accueillit comme un manteau chaud. Mais ce silence avait quelque chose de différent. Il était habité par l'image du garçon et de son père. Émile prit son cahier, celui où il notait les trajets des livres, et inscrivit « Oberkampf, le petit prince, trouvé par un enfant ». Puis il referma doucement. Il resta un moment les mains posées sur la couverture, incapable de bouger, comme si tout son corps voulait retenir ce fragment de bonheur fragile. Les jours suivants, il se remit à ses gestes habituels. Il parcourait les stations, recueillait les livres abandonnés, les soignait, les rendait au monde. Mais quelque chose avait changé en lui. Ce qu'il faisait n'était plus seulement un acte discret de réparation, c'était devenu une manière de parler aux autres sans avoir à prononcer un mot. Chaque livre était une conversation silencieuse, chaque note laissée sur la première page, un souffle qui se prolongeait. Un soir, alors qu'il descendait à la station Goncourt, il aperçut une scène qui le troubla. Sur un banc, une jeune femme tenait dans ses mains un roman qu'il reconnaissait immédiatement. Anna Karénine, celui qu'il avait restauré et déposé quelques jours auparavant à République. Il sentit son cœur bondir. Il s'assit à l'autre bout du quai, discret, et observa. La femme tournait les pages lentement. Ses lèvres remuaient, parfois comme si elle murmurait les phrases. Par moments, elle posait sa main sur la couverture, comme pour retenir ce qu'elle venait de lire. Elle semblait profondément absorbée, et Émile avait l'impression étrange de partager son souffle. Quand la rame arriva, elle ferma le livre, l'embrassa furtivement, puis le glissa dans son sac avant de monter. Il resta là, immobile, les yeux fixés sur le vide laissé derrière elle. Ce fut la première fois qu'il revoyait l'un de ses livres voyagés. Il se sentit envahi d'une joie discrète, mais aussi d'une mélancolie douce. Il venait d'apercevoir un fil invisible qui le reliait à cet inconnu. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Il se leva, ralluma la lampe de sa table et sortit tous les petits marque-pages improvisés qu'il avait gardés dans sa coupelle en verre. Il les étala devant lui. Tickets de métro, cartes postales, morceaux de papier griffonnés. Chacun portait la trace d'un autre, d'une main, d'une pensée. Il les observa longtemps, comme on regarde une constellation, et il comprit qu'il n'était pas seul, que ses gestes avaient trouvé des échos, que, quelque part, des gens lisaient ses livres, souriaient en tombant sur sa phrase, et continuaient leur vie un peu différemment. Cette certitude fit couler des larmes silencieuses le long de ses joues, des larmes qu'il n'avait pas versées depuis longtemps. Le lendemain, il sortit plus tôt que d'habitude. Dans son sac, il avait glissé un recueil de poèmes qu'il n'avait pas encore déposé. En traversant la rue, il s'arrêta devant la boutique de fleurs. La vendeuse, la même qu'il avait croisée plusieurs fois, était là, en train de disposer des tulipes dans un vase. Elle leva les yeux, le salua d'un signe de tête. Émile, pour la première fois, s'approcha. « Ces fleurs, vous les laissez parler toutes seules ?» demanda-t-il timidement. Elle sourit. « Parfois, j'ajoute un mot sur le papier, mais je crois qu'elles savent déjà quoi dire. » Il hocha la tête. Dans ce sourire, il sentit la même tendresse qu'il mettait dans ses livres.
Il voulut lui dire ce qu'il faisait, mais les mots restèrent coincés. À la place, il sortit une petite feuille de Jingo de sa poche, celle qu'elle lui avait donnée un jour. « Elle m'accompagne encore », dit-il simplement. Elle le regarda un instant, émue, puis reprit son bouquet. Les mots étaient inutiles. Ce jour-là, Émile déposa le recueil de poèmes à la station Saint-Sébastien-Froissart. Il s'assit à quelques pas, comme toujours, et attendit. Une jeune femme en robe longue, un sac de toile sur l'épaule, le remarqua presque aussitôt. Elle s'arrêta, s'assit, ouvrit le livre. Elle le lut quelques lignes, sourit, et au lieu de l'emporter, elle le referma, le reposa doucement, et écrivit quelque chose sur un petit papier qu'elle glissa entre les pages. Puis, elle se leva et repartit. Émile sentit son souffle se suspendre. Il attendit encore quelques minutes, puis alla voir. Entre les pages, il découvrit ces mots écrits au crayon. « Merci d'avoir pensé à moi. » Il resta figé, son cœur battait fort. Pour la première fois, quelqu'un avait répondu à sa phrase. Ce simple mot suffisait à éclairer sa journée entière. En rentrant chez lui, il le nota dans son cahier, avec une émotion qu'il n'arrivait pas à contenir. Ce soir-là, il s'endormit plus paisible que jamais, avec le sentiment d'être relié, même dans son silence, à un monde qui savait encore reconnaître les gestes doux. Le lendemain, le ciel s'était ouvert sur une clarté étrange, ni tout à fait lumineuse, ni vraiment sombre, comme si la ville hésitait encore entre l'hiver et le printemps. Émile descendit les escaliers du métro plus lentement que d'habitude, attentif au bruit de ses propres pas qui résonnaient contre les parois carrelées. Dans son sac, il portait 2 livres, un roman abîmé trouvé la veille près de Bastille, et un recueil de nouvelles qu'il avait lui-même choisi de laisser partir, comme on confie à quelqu'un un morceau de soie. Chacun pesait différemment dans ses mains, l'un chargé de la fatigue d'avoir trop circulé, l'autre encore intact mais prêt à être confié au hasard des rencontres. Il descendit jusqu'au quai de la ligne 8, presque désert à cette heure. Un vent léger s'engouffrait depuis le tunnel, soulevant les papiers éparpillés. Émile s'assit, posa le premier livre sur ses genoux et l'ouvrit. Les pages étaient tachées de vieilles auréoles d'eau, certaines collées entre elles. Il se mit à détacher doucement, une à une, ces feuilles encore fragiles, comme on déplie un souvenir froissé. Puis il releva les yeux. En face de lui, une jeune mère tenait un enfant contre elle. Le petit, les yeux mi-clos, suçait son pouce en silence. Le livre sur ses genoux sembla alors moins un objet qu'un témoin, et Émile pensa qu'il aimerait que, plus tard, cet enfant tombe peut-être sur une de ses trouvailles, et qu'il y lise cette phrase « Quelqu'un vous attend ». L'idée le réchauffa comme un feu discret dans la poitrine. Quand la rame s'approcha, il se leva, marcha vers l'autre extrémité du quai, et déposa le livre contre un pilier. Il resta en retrait, observant, sans impatience. Quelques minutes plus tard, un adolescent au sac trop lourd s'arrêta, regarda, hésita, puis prit le livre, l'ouvrit à la première page. Ses lèvres dessinèrent un sourire étonné. Il le rangea aussitôt dans son sac, comme un trésor trouvé par hasard. Émile inspira profondément. Il aimait cette façon qu'avaient les livres de choisir eux-mêmes leurs nouveaux lecteurs, presque comme s'ils reconnaissaient qui avait besoin d'eux. Sur le chemin du retour, il passa devant la boutique de fleurs. La vendeuse, occupée à arranger des jonquilles, leva les yeux, le salua. Cette fois, il franchit la porte. L'odeur des fleurs fraîches emplit aussitôt ses poumons, un parfum de terre humide et de soleil en avance. « Vous voilà enfin à l'intérieur », dit-elle en souriant. Émile répondit d'une voix basse. « Il fallait bien un jour. » Elle lui tendit un petit bouquet de gypsophile. « Tenez, c'est léger, ça ressemble aux marges d'un livre. » Il resta un moment sans savoir quoi dire, touché par l'image. Il posa quelques pièces sur le comptoir, prit le bouquet et sortit avec le sentiment d'avoir reçu plus qu'il ne donnait. Chez lui, il plaça les fleurs dans un verre simple, à côté de sa coupelle de marque-page. Le contraste entre ces fragments de vie passée et la fragilité des fleurs le frappa. Tout était éphémère, et c'était peut-être justement cela qui donnait du sens à ce qu'il faisait. Il s'assit, ouvrit le 2e livre qu'il avait emporté. Celui qu'il avait choisi de laisser partir, c'était un recueil de nouvelles de Tchekhov dont Jeanne avait été passionnée. Elle en lisait souvent des passages à voix haute,
s'arrêtant pour commenter, pour rire, pour soupirer. Et Émile passa la main sur la couverture comme on caresse un souvenir encore vibrant. Il hésita à l'offrir, mais quelque chose en lui souffla que ce geste était une façon de continuer leur dialogue interrompu. Il prit son stylo, inscrivit la phrase, puis ajouta un mot, chose qu'il ne faisait jamais, pour que quelqu'un d'autre entende encore cette voix. Le soir venu, il sortit de nouveau. La station République bourdonnait comme toujours. Il s'assit, posa le livre à côté de lui, puis s'éloigna. Il observa les passants défiler, certains trop pressés, d'autres distraits. Le livre attendait, patient, comme s'il savait qu'il finirait par trouver preneur. Au bout d'un long moment, une femme d'une 40aine d'années s'approcha, l'air fatigué. Elle s'assit, soupira, posa sa tête contre le mur, puis remarqua le recueil. Elle l'ouvrit, lut la première page et resta immobile quelques secondes. Ses yeux s'humidifièrent, mais elle sourit doucement avant de refermer le livre et de le glisser dans son sac. Émile détourna le regard pour ne pas troubler son moment, mais il sentit en lui une vague d'émotion qu'il ne put retenir. Quand il rentra, il inscrivit dans son cahier « République, Tchekhov », pris par une femme aux yeux brillants, et en dessous, sans réfléchir, « Peut-être Jeanne, quelque part ». Cette phrase, il la laissa telle quelle, sans la raturer. Les jours passèrent ainsi, faits de petites récoltes et de dépôts discrets. Mais une chose nouvelle grandissait en lui, le sentiment d'appartenir à un cercle invisible. Il n'était plus seulement l'homme qui ramassait et réparait, il était aussi celui qui liait des inconnus entre eux. Chaque fois qu'il croisait un lecteur, chaque fois qu'il apercevait un sourire ou une larme discrète, il sentait que ses gestes tissaient une toile délicate, presque imperceptible, mais bien réelle. Un soir, en rentrant, il trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, un petit papier plié en deux. « Merci pour vos livres, j'en ai trouvé un. Il m'a tenu compagnie quand j'en avais le plus besoin. Continuez, s'il vous plaît. » Il resta longtemps debout dans l'entrée, le papier à la main, incapable de bouger. Ses jambes tremblaient légèrement, non de fatigue, mais d'émotion. Il avait toujours cru que ses gestes disparaissaient dans le silence, mais voilà qu'un écho lui revenait, clair, presque tangible. Il posa l'enveloppe près des fleurs fanées, la regarda encore une fois, puis ferma les yeux. Ce soir-là, en s'endormant, il se dit qu'il n'avait jamais vraiment été seul. Peut-être que, sans le savoir, d'autres mains agissaient aussi quelque part dans la ville, déposant des gestes doux, réparant sans bruit, laissant derrière elles de petits éclats de lumière. Et il comprit, dans le noir de sa chambre, que sa mission n'était pas seulement de sauver des livres, mais d'entretenir cette étincelle fragile qui fait tenir l'humanité debout. La pluie s'était arrêtée au petit matin, laissant derrière elle un parfum de pierres lavées et de terre humide. Dans la cour intérieure, les flaques reflétaient un ciel pâle où s'accrochaient encore quelques nuages fatigués. Émile, en se levant, sentit ce calme rare qui suit les orages, comme si la ville, d'ordinaire si bruyante, retenait son souffle. Il prit son temps pour préparer son thé, observant la vapeur monter doucement, enrouler ses doigts, comme pour lui rappeler que chaque geste simple pouvait être une consolation. Sur la table, ces derniers sauvetages attendaient un roman éreinté, aux pages jaunies, qu'il avait découvert près de Gare de l'Est, et un petit carnet bleu, sans titre, abandonné dans un couloir de métro comme un secret oublié. Il commença par le carnet. Les premières pages étaient vides, puis, en avançant, il tomba sur une écriture fine, hésitante, des phrases courtes, parfois inachevées. « Aujourd'hui j'ai réussi à parler. Ne pas oublier de sourire quand je descends. J'ai peur, mais j'y vais quand même. » Émile comprit qu'il avait entre les mains le journal intime de quelqu'un, probablement jamais destiné à être lu par d'autres. Son cœur se serra. Il ferma doucement le carnet, le posa à côté de lui. Ce n'était pas à lui de le garder. Ce n'était pas un livre comme les autres. C'était une voix, fragile, laissée par accident. Pourtant, il ne pouvait pas non plus le laisser disparaître. Alors, après un long silence, il prit son stylo et inscrivit sur la première page vierge. « Ton courage est arrivé jusqu'à moi. Quelqu'un t'attend, encore. » Puis il referma et décida qu'il le reposerait exactement là où il l'avait trouvé, dans ce couloir de métro, comme pour rendre à la ville la confidence qui ne lui appartenait pas. L'après-midi venu, il sortit, carnet en main.
Le couloir résonnait des pas pressés des voyageurs. Émile s'arrêta au même endroit, déposa le petit carnet bleu sur le rebord de pierre, puis recula. Les minutes passèrent. Une jeune femme en manteau clair finit par s'approcher. Elle hésita, s'assit sur le banc voisin, ouvrit le carnet. Ses yeux parcoururent quelques lignes, puis s'arrêtèrent. Elle resta figée, émue, avant de le refermer et de le serrer contre elle comme un objet précieux. Elle repartit, le carnet collé à sa poitrine. Émile resta immobile, la gorge serrée. Il savait qu'il n'était que le messager d'un échange qui le dépassait. Sur le chemin du retour, il croisa la vendeuse de fleurs qui rangeait ses pots de tulipes à l'extérieur de la boutique. Elle leva les yeux, remarqua son air songeur. « Encore un sauvetage ?» demanda-t-elle doucement. Il hocha la tête. Elle ne posa pas d'autres questions, mais lui tendit une fleur unique, une renoncule blanche. « Pour vos histoires silencieuses. » Il la remercia d'un simple regard, incapable de parler. Chez lui, il plaça la fleur près de son cahier et ouvrit celui-ci. Il nota « Carnet bleu, retrouvé, puis confié, courage en partage ». Ces mots simples suffisaient. Parfois, il n'était pas nécessaire d'expliquer davantage. Les jours suivants furent marqués par d'autres trouvailles. Un livre de cuisine ancienne, taché de sauce et annoté de recettes ajoutées à la main, qu'il nettoya avec précaution avant de le déposer à la station Voltaire. Une édition défraîchie des Fleurs du Mal, dont la couverture avait presque disparu sous les griffonnages d'un lecteur anonyme, qu'il restaura et déposa plus tard à Saint-Lazare. À chaque fois, il observait les réactions discrètes, les hésitations, puis l'instant où un inconnu décidait de prendre le livre. Et à chaque fois, il ressentait la même émotion, cette certitude que, dans une ville où tout semble s'effacer trop vite, il restait encore des gestes capables de relier les êtres entre eux. Un soir, en revenant de République, il trouva devant sa porte un petit sac en papier, à l'intérieur un livre neuf encore emballé dans son film plastique, et une carte où quelqu'un avait écrit « À mon tour. Merci de m'avoir rappelé qu'on peut partager autrement. » Émile s'assit sur le seuil, le sac sur les genoux, et resta longtemps, sans bouger. Ce geste inattendu le bouleversa plus que tout. Il ne s'agissait plus seulement de donner, mais de voir le cercle s'élargir. Son secret n'était plus seulement le sien. D'autres, peut-être, commençaient à déposer eux aussi des livres, à leur manière, quelque part dans le métro. Il rangea ce livre neuf dans sa bibliothèque, sans l'ouvrir. Il voulait qu'il reste ainsi, intact, comme le témoin de ce dialogue invisible. Puis, il sortit son cahier et écrivit, la main tremblante, « Aujourd'hui, je ne suis plus seul. » Cette nuit-là, il dormit profondément, apaisé. Dans ses rêves, les bancs du métro n'étaient plus vides. Ils étaient occupés par des inconnus qui lisaient à voix basse, échangeaient des sourires, se passaient des livres comme on se passe une flamme, et dans ce rêve, la ville tout entière respirait au rythme des pages qui se tournaient. Au réveil, il sut qu'il continuerait, encore et encore. Non par habitude, mais parce qu'il avait enfin compris que ce qu'il faisait n'était pas un geste solitaire. C'était une invitation. Et que parfois, il suffit d'une phrase écrite au crayon, d'un livre déposé sur un banc ou d'une fleur tendue par une main amie pour rappeler au monde que nous nous attendons encore, les uns sans les autres. Le vent soufflait ce matin-là avec une vigueur inhabituelle, faisant claquer les volets des immeubles et soulevant des tourbillons de papier dans les rues encore à moitié endormies. Émile descendit lentement les marches du métro, serrant son manteau contre lui. Dans son sac, 2 livres l'accompagnaient. Un vieux Balzac trouvé la veille, dont les pages semblaient porter l'odeur persistante du tabac, et un mince recueil de haïkus qu'il avait longtemps gardé près de son lit avant de se décider à le laisser voyager. Ces 2 ouvrages lui paraissaient presque comme des compagnons silencieux, et il leur parlait parfois intérieurement, leur confiant qu'ils allaient retrouver une autre vie entre des mains inconnues. En arrivant sur le quai, il s'arrêta devant une scène qui le toucha profondément. Un vieil homme était assis, tenant dans ses mains un petit dictionnaire aux coins usés. Il le feuilletait avec lenteur, comme si chaque mot retrouvé était une victoire. Émile observa la concentration de ce visage ridé, la tendresse avec laquelle les doigts tremblants caressaient le papier. Il eut envie, l'espace d'un instant, de s'asseoir à côté, d'ouvrir lui aussi un livre et de partager ce silence complice.
mais il resta à distance, respectueux. Quand la rame arriva, l'homme rangea son dictionnaire dans une poche trop grande et s'éloigna, disparaissant dans la foule. Émile resta avec cette image gravée dans sa mémoire, celle de quelqu'un qui traitait un dictionnaire comme un trésor. Il posa alors le recueil de haïkus sur le banc, ajusta la couverture pour qu'elle soit bien visible, puis recula. Quelques minutes passèrent. Une jeune femme aux cheveux relevés s'approcha, l'air distrait. Elle s'assit, remarqua le livre, hésita, puis l'ouvrit. Ses yeux parcoururent une page, et un sourire léger, presque imperceptible, se dessina sur son visage. Elle resta un moment immobile, lisant dans le brouhaha du quai, puis emporta le recueil contre elle. Émile ressentit une chaleur douce dans sa poitrine. Les mots très courts des haïkus venaient de trouver une nouvelle respiration. Sur le chemin du retour, il décida de s'arrêter chez la fleuriste. La vendeuse l'accueillit avec ce sourire franc qui lui rappelait les gestes simples de la vie. « Vous avez l'air heureux aujourd'hui », dit-elle en arrangeant des anémones. « Un livre a trouvé son chemin », répondit-il doucement. Elle posa ses ciseaux, le regarda droit dans les yeux. « Alors, vous avez fait votre part, vous semez sans savoir où ça pousse, mais ça pousse toujours. » Émile inclina la tête, incapable de répondre. Elle ajouta, en lui tendant une petite branche de mimosa. « Gardez ça, pour vous rappeler que les gestes les plus discrets font parfois le plus de lumière. » De retour chez lui, il posa la branche près de son cahier et ouvrit le Balzac. Le dos s'était fendu, les pages se détachaient par endroits. Il sortit ses outils, prépara la colle, découpa de fines bandes de papier pour renforcer la reliure. Ses mains, malgré leur âge, étaient d'une précision calme. Pendant qu'il travaillait, il se mit à fredonner un air ancien que Jeanne chantait parfois en cuisine, sans se rendre compte qu'elle avait une voix douce. La mémoire de ce chant le traversa comme une brise, et il sentit ses yeux se brouiller. Mais il continua, concentré sur le geste. Réparer un livre, c'était comme tenir tête à l'oubli, rappeler à la matière qu'elle avait encore une place à occuper. Le lendemain, il porta le Balzac restauré à la station Saint-Paul. Il choisit un coin où la lumière du matin filtrait par l'escalier. Il s'assit un moment, observant les passants. Une adolescente finit par s'arrêter. Elle avait l'air hésitant, comme si elle craignait de prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais en ouvrant la première page, en découvrant la phrase écrite d'une main soignée « Quelqu'un vous attend », elle sembla se rassurer. Elle glissa le livre dans son sac et partit en courant, comme si elle avait peur de changer d'avis. Émile sourit, amusé par cette précipitation tendre. Le soir venu, il retrouva son appartement plongé dans une pénombre apaisante. Les fleurs offertes par la vendeuse embaumaient la pièce, leur parfum se mêlant à celui du papier et de la colle. Il s'assit, ouvrit son cahier, nota Saint-Paul, Balzac, adolescente, sourire timide, puis il resta longtemps à contempler la page blanche suivante. Les mots ne venaient pas, mais il sentait qu'ils n'étaient pas nécessaires. Le silence, ce soir-là, était une réponse suffisante. Quelques jours plus tard, un événement inattendu vint troubler son rituel. En descendant à la station Arts et Métiers, il remarqua un livre posé à côté de la corbeille, mais cette fois accompagné d'un mot visible. Il se pencha. Sur une feuille déchirée figurait une phrase écrite au feutre noir. « Merci à celui qui laisse ses livres, vous m'avez aidé plus que vous ne pouvez l'imaginer. » Émile resta figé, le cœur battant. Il se sentit découvert, reconnu. Une part de lui se réjouissait, une autre tremblait. Il prit le livre, un roman contemporain, et lut à la première page un ajout inattendu. Sous sa propre phrase, une main étrangère avait écrit « Oui, quelqu'un m'attendait ». Il referma le livre, ému jusqu'aux larmes. Ses gestes n'étaient plus anonymes. Une main, quelque part, avait répondu. Il sentit que son cercle discret s'était été élargi, qu'il n'était plus seul à tisser ses liens invisibles. En rentrant chez lui, il posa le livre sur la table comme un témoin précieux. Puis il prit son cahier et écrivit d'une écriture tremblante. « Aujourd'hui, la ville m'a parlé. Cette nuit-là, il ne dormit presque pas. Il resta éveillé à imaginer les visages, les histoires, les vies qu'il avait peut-être touchées sans jamais les connaître. Et dans ce tumulte intérieur, il comprit que ces petits gestes, si minuscules soient-ils, participaient à une grande conversation silencieuse.
Une conversation où chaque livre, chaque mot laissé devenait une main tendue dans l'obscurité, et il se promit de continuer, encore et encore, tant que ses mains sauraient tenir un livre et écrire ces quelques mots. Quelqu'un vous attend. Un matin clair, la lumière traversait la fenêtre de l'appartement d'Émile en longues bandes dorées qui tombaient sur la table encombrée de papier, de fleurs séchées et de livres en attente. Il s'était réveillé plus tôt que d'ordinaire, comme si quelque chose l'appelait dehors. Son sac de toile reposait près de la chaise, déjà prêt, avec 2 ouvrages soigneusement préparés. L'un était un vieux roman d'amour aux pages fragiles, où une écriture d'une autre époque avait souligné des passages entiers. L'autre, un recueil de poèmes modernes, très minces, dont les pages encore blanches entre les vers semblaient attendre de nouveaux lecteurs pour être habités. Il posa sa main sur le sac, puis sur la branche de mimosa fanée que la fleuriste lui avait donnée. Les petites boules jaunes avaient perdu leur éclat, mais leur parfum doux restait accroché à la pièce, comme une mémoire de lumière. Il pensa à Jeanne, encore une fois, à ses doigts qui effleuraient les livres avec tendresse, à sa façon de rire sans prévenir, à ses silences qu'il avait appris à comprendre. Chaque geste qu'il faisait, chaque livre qu'il déposait, c'était un peu de ce souvenir qu'il prolongeait. Il ne le disait jamais à personne, mais au fond de lui, il savait que ce rituel n'était pas seulement une offrande aux autres, mais aussi une façon de garder Jeanne auprès de lui, dans cette ville qui lui avait volé tant de bruit, mais pas la mémoire. Ce jour-là, il décida de changer de ligne. Au lieu de ses trajets habituels, il prit la direction de Porte de Clignancourt. Le métro était bondé, mais il s'y glissa avec patience, observant les visages fermés, les regards absents. Dans la rame, il remarqua une adolescente qui dessinait dans un carnet, ses écouteurs bien enfoncés, le monde extérieur écarté par des traits de crayon rapides. Il sourit discrètement. Peut-être que, plus tard, cette jeune fille tomberait sur un livre abandonné et y trouverait une autre forme de dessin, fait de mots. À la station Simplon, il sortit. Le quai était presque vide, il choisit un banc au bout, là où le courant d'air était plus fort, et posa le roman d'amour, ouvert sur une page soulignée par une main inconnue. Puis il recula, comme toujours, et attendit. Les minutes passèrent. Un vieil homme arriva, boitant légèrement. Il s'assit avec précaution, remarqua le livre. Il resta longtemps immobile, le regard fixé sur la couverture. Enfin, il le prit, l'ouvrit, et ses yeux se posèrent sur les phrases soulignées. Ses lèvres remuèrent, et un sourire très doux, presque timide, se dessina sur son visage. Il referma le livre lentement, le serra contre lui, et repartit. Émile sentit ses yeux s'embuer. Il avait l'impression d'avoir assisté à une rencontre entre 2 époques, celle d'une main ancienne qui avait tracé des lignes, et celle de cet homme qui venait d'y retrouver peut-être un écho de sa propre vie. Sur le chemin du retour, il passa devant la boutique de fleurs. La vendeuse était en train d'écrire encore un mot sur un papier de soie. Elle leva les yeux et lui dit « Vous êtes comme moi. Vous déposez des choses qui parlent sans que vous soyez là. » Émile hocha la tête, touché. « Mais vous, vous offrez de la couleur, » répondit-il. Elle sourit. « Et vous, vous offrez du temps. » Il resta un instant silencieux, puis elle lui tendit une petite enveloppe fermée. « Je crois que vous savez quoi en faire. » Il la prit sans poser de questions, sentant que ce geste avait sa place dans son propre rituel. Chez lui, il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une carte blanche, simplement ornée d'un dessin de feuilles. Rien d'écrit. Il comprit aussitôt. Elle lui confiait le soin de donner des mots, à sa manière. Alors, ce soir-là, il prit le recueil de poèmes modernes, et à côté de sa phrase habituelle, il ajouta simplement « Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui lit avec vous ». Puis il glissa la carte blanche au milieu du livre. Le lendemain, il descendit à la station Strasbourg-Saint-Denis. Le quai était animé. Les musiciens faisaient résonner des notes hésitantes. Les annonces couvraient à peine les rires d'un groupe d'étudiants. Émile posa le recueil sur le banc, bien en évidence. Il s'éloigna et observa. Une jeune femme en manteau rouge finit par le remarquer. Elle s'assit, ouvrit le livre, lut la phrase et trouva la carte blanche. Elle resta un moment à la contempler, comme si elle y voyait quelque chose que lui-même ne pouvait pas deviner.
puis elle la rangea précieusement dans son sac, avec le livre. Émile sentit une chaleur monter en lui, comme si son geste avait été transmis plus loin encore. Le soir, en notant dans son cahier, il écrivit « Strasbourg-Saint-Denis, poème moderne, femme en manteau rouge, carte blanche ». Puis il ajouta « Aujourd'hui, ce n'était pas seulement mes mots, c'était un dialogue. » Les jours qui suivirent, il continua ses dépôts, mais avec une légèreté nouvelle. Il avait la sensation que ses gestes n'étaient en plus solitaires, comme si une chaîne invisible s'était formée, reliant la fleuriste, les passants, les lecteurs, et lui-même dans un même mouvement. Et à chaque fois qu'il déposait un livre, il entendait résonner, au fond de lui, cette conviction simple et immense. La ville est pleine de mains tendues, il suffit de ralentir pour les voir. Une nuit, il sortit plus tard que d'habitude. Le métro se vidait déjà, les quais résonnaient d'un silence inhabituel. Il déposa un recueil de nouvelles sur un banc désert, puis s'assit en face, seul. Les minutes s'étirèrent. Il se demanda si quelqu'un viendrait, si ce livre trouverait preneur. Puis il réalisa que ce n'était pas si important. Il avait fait le geste, et ce geste suffisait. En fermant les yeux, il se laissa envahir par la paix de ce silence. Le bruit d'un train approcha, et dans ce souffle d'air, il crut entendre la voix de Jeanne, douce et lointaine, lui murmurer « Continue, tu n'es pas seul. » Émile rouvrit les yeux. Le banc était toujours là, le livre aussi, mais en lui, quelque chose venait de s'ancrer. Une certitude tranquille, celle que ses gestes, si petits soient-ils, avaient une portée bien plus grande que ce qu'il pouvait imaginer. Et dans le silence du métro endormi, il se sentit relié au monde entier par une simple phrase qui continuait de battre comme un cœur. « Quelqu'un vous attend. »